Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Bon, normalement, si vous avez bien révisé votre leçon, vous savez qu'aujourd'hui, l'antisémitisme c'est de gauche et la République c'est de droite. Ah bah si, tenez, l'un des plus grands partis de droite, fort de ses 100 000 adhérents et de ses 4% à la dernière élection présidentielle, il s'appelle littéralement les Républicains, si ça c'est pas une preuve. Alors que le plus gros parti de gauche, la France Insoumise, lui, il est pour la fin de la République. Oui d'accord, la 5ème République, mais c'est bon, c'est pareil, on va pas s'enquiquiner sur des détails. Et les écolos là, ouais, vous savez, ceux qui ont provoqué les incendies de cet été en refusant de nettoyer les brindilles sous les forêts de pins. Je l'ai lu quelque part. Eh ben, ils sont antisémites, évidemment. Ah bah, ils ont dit qu'il y avait un génocide à Gaza, hein. Si c'est pas antisémite, ça... Alors que la droite, elle défend l'État d'Israël. D'ailleurs, les plus grands défenseurs de l'État d'Israël, c'est le Rassemblement National. La preuve qu'ils ont fait leur aggiornamento sur le sujet. Bon, ok, aujourd'hui, certains et certaines essayent de nous faire croire que tout est inversé dans tous les sens et qu'on n'y comprend plus rien. Alors, histoire de savoir qui est antisémite et qui est républicain, je vous propose aujourd'hui de vous raconter l'histoire de la droite française afin d'analyser les positions politiques qu'on lui prête et qui n'ont pas toujours été celles-là. Alors, comme d'habitude dans cette émission, on essaye de remonter le plus loin possible, j'aurais pu commencer par vous parler de 1789 et l'apparition du clivage gauche-droite en France, mais en vérité, on peut même remonter plus loin encore. Parce que s'il est vrai que les mots gauche et droite sont apparus lors de la Révolution française, à l'époque pour différencier les partisans de la monarchie absolue de droit divin et des privilèges de la noblesse et du clergé, des partisans de la République ou à tout le moins d'une monarchie constitutionnelle libérale, ce type d'opposition politique n'a pas été découvert par l'humanité en 1789. On a déjà des exemples avant. Rien qu'au Royaume-Uni, cette opposition existait déjà sous la forme de l'affrontement entre les Tories et les Whigs, clivage politique britannique qui date carrément des années 1670, donc plus d'un siècle avant la Révolution. Les Tories étaient les conservateurs britanniques, favorables à une monarchie puissante, alors que les Whigs étaient plus progressistes et partisans d'un parlement fort. D'ailleurs, les Tories et les Whigs n'ont jamais disparu au Royaume-Uni, c'est juste que le spectre politique s'est étoffé. Les Tories, c'est le parti conservateur britannique et les Whigs, c'est le parti libéral-démocrate, qui sont toujours aujourd'hui parmi les principaux partis politiques britanniques. Néanmoins, en France, le clivage politique entre progressistes et conservateurs se cristallise effectivement avec la Révolution française. Selon l'histoire assez connue, lors du vote sur la question d'un droit de veto pour le roi, les députés favorables au veto royal et à la monarchie absolue se rangent à droite du président de la séance, alors que les députés opposés se rangent à gauche. C'est la première occurrence connue du clivage gauche-droite, mais il a quand même fallu attendre un siècle pour que ce clivage devienne communément désigné comme tel en France, puis ailleurs dans le monde. La droite du début de la Révolution française est déjà constituée de plusieurs tendances. Les monarchistes libéraux, plus modérés et tantôt classés à droite, tantôt classés à gauche selon les observateurs et les personnes, souhaitent le maintien d'une monarchie puissante mais qui doit être tempérée par l'existence d'un parlement élu au suffrage censitaire, donc où les électeurs auraient plus de voix en fonction de leur niveau de richesse. Ce sont donc des bourgeois issus de l'élite économique française de cette époque et qui souhaitent mettre fin aux privilèges de la noblesse, sans pour autant changer fondamentalement l'ordre établi. La droite contre-révolutionnaire, elle, en revanche, veut non seulement le maintien des privilèges de la noblesse et du clergé, mais aussi le maintien de la monarchie absolue de droit divin. Ils sont toutefois minoritaires dans l'Assemblée constituante qui met en place les premières constitutions révolutionnaires, et sont de plus en plus marginalisés au fur et à mesure des décennies suivantes. Car avec le 19e siècle, de nouveaux courants politiques émergent à droite, et il y en a un qui devient prépondérant, c'est le bonapartisme. Le bonapartisme est un type assez particulier de droite, surtout pour l'époque, parce que dans la forme, il reprend beaucoup de symboles de la gauche révolutionnaire. La gauche à l'époque, c'est notamment les républicains radicaux, qui veulent l'abolition de toute forme de monarchie, le suffrage universel et un régime parlementaire. Ils existent toujours aujourd'hui sous le nom de parti radical, et comme ils ont gagné à peu près sur tout, aujourd'hui c'est un petit parti minoritaire de centre-droit, et d'ailleurs ils font partie de la coalition macroniste. Mais le bonapartisme, donc, c'est un courant politique qui reprend des symboles un peu universels et aussi des symboles de la gauche, tout en menant une politique proche de celle de la droite réactionnaire, donc à l'époque la monarchie absolue de droit divin. Mais en habillant ça avec l'idée de
de conserver les symboles révolutionnaires autour d'un homme providentiel au-dessus des clivages politiques. Officiellement, l'Empire, ce n'est pas l'abolition de la République, bien au contraire, c'est sa pérennisation. La mise en place d'un empire doit permettre de sauvegarder les acquis de la Révolution française, et d'ailleurs, les termes République française continuent de s'afficher sur la monnaie impériale. Napoléon est, en quelque sorte, un empereur républicain. Du moins, ça, c'est la version officielle, car dans la réalité, le règne de Napoléon est un règne conservateur. Alors oui, l'égalité devant l'impôt n'est pas remise en question, et on nous bassine beaucoup avec le Code civil, fondement du droit des personnes dans nombre de pays et institué par Napoléon, en oubliant que ce Code civil à l'époque faisait reculer les droits des femmes et était principalement pensé pour et à l'avantage des hommes bourgeois. L'esclavage, qui avait été aboli sous la Révolution, est rétabli. L'influence de l'Église, à laquelle les républicains étaient hostiles, se renforce, et il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Napoléon Ier décide de tout et même ses ministres ne sont que de simples exécutants. Concrètement, c'est le retour à une monarchie absolue, et en partie de droit divin, puisqu'il s'appuie sur le pape pour asseoir sa légitimité. Toutefois, comme il se revendique des acquis de la Révolution française et qu'il n'est pas issu de la famille régnante d'avant, il a des ennemis sur sa droite. La droite libérale lui est plutôt favorable, en revanche, la droite contre-révolutionnaire le déteste et soutient bien davantage le régime suivant, la Restauration. En 1815, Napoléon Ier quitte définitivement le pouvoir suite à sa défaite militaire contre les monarchies européennes, et la monarchie est restaurée. C'est Louis XVIII qui monte sur le trône en tant que roi de France, soutenu par la droite royaliste et contre-révolutionnaire. Toutefois, Louis XVIII ne rétablit pas complètement la monarchie absolue de droit divin, et octroie une charte constitutionnelle qui conserve certains des acquis de la Révolution française. On note tout de même le symbole, ce n'est pas le Parlement qui met en place une nouvelle constitution pour le pays, intégrant le fait qu'un roi soit le chef de l'État. C'est le roi, chef de l'État de droit divin, qui octroie une charte constitutionnelle au peuple. La Restauration, c'est ce qu'on appelle une monarchie limitée. Le roi contrôle le pouvoir, mais en délègue une partie à un parlement. Ce parlement est élu au suffrage censitaire, donc c'est les plus riches qui peuvent voter. Bref, ce parlement, il est surtout là pour assurer les intérêts de la bourgeoisie. La Restauration est donc marquée par un clivage politique entre monarchistes libéraux, représentant des intérêts bourgeois et favorables à une monarchie plus constitutionnelle, et les ultra-royalistes monarchistes contre-révolutionnaires qui veulent le retour à la monarchie absolue de droit divin et l'abolition de la charte constitutionnelle. C'est justement en s'appuyant sur ce camp-là, les ultra-royalistes, que le roi suivant, Charles X, tente de mettre fin à la charte constitutionnelle. Il est renversé la même année. Les décennies suivantes marquent le début de la marginalisation de ce courant ultra-royaliste. La monarchie de Juillet, régime politique qui dure de 1830 à 1848, est dominée et taillée sur mesure pour les libéraux. Puis les républicains radicaux et libéraux regagnent en importance jusqu'à la Révolution de 1848 et l'établissement de la Seconde République. La droite se regroupe alors autour du parti de l'ordre, où l'on trouve autant les républicains inspirés par les États-Unis d'Amérique que des royalistes qui veulent le retour à la monarchie de Juillet. La gauche, elle, est principalement représentée par la montagne, qui revendique entre autres la création de l'impôt sur le revenu, l'abolition de la peine de mort et le développement de l'enseignement. L'irruption d'une vraie gauche dans l'arène parlementaire est permise par la mise en place du suffrage universel masculin, qui permet notamment aux ouvriers de voter. Et oui, bizarrement, quand les gens pauvres peuvent voter, ils votent un peu plus à gauche. Toutefois, la droite conservatrice met rapidement en place une loi pour limiter le droit de vote des ouvriers, en mettant en place une obligation de résidence de plusieurs mois pour pouvoir voter à une époque où les ouvriers sont caractérisés par leur grande mobilité. Ce qu'on constate à ce moment-là, c'est l'émergence de personnes qui sont de droite mais revendiquent quand même l'adhésion à la République, ce qui était impensable du temps de la Révolution française. La droite commence très lentement à évoluer sur ce sujet. Le régime politique suivant, le Second Empire, voit le retour des bonapartistes au pouvoir sous la houlette de Napoléon III. Mais ce régime est à son tour renversé en 1870 suite à une défaite militaire contre l'Allemagne, et c'est un régime républicain, la Troisième République, qui le remplace. Les premières années de la Troisième République sont dominées par la droite, principalement divisée entre les orléanistes qui veulent le retour à la monarchie de Juillet, les bonapartistes, principalement emmenés par Napoléon III qui espère reconquérir le pouvoir, puis par son successeur, Louis-Napoléon Bonaparte dit Napoléon IV, et enfin les légitimistes favorables à la monarchie de droit divin et donc de
de l'ancienne famille de Bourbon, même s'ils ne sont plus systématiquement pour une monarchie absolue. Néanmoins, face à leur échec à restaurer la monarchie, les orléanistes et les légitimistes sont petit à petit marginalisés par l'accession au pouvoir des républicains, qui pérennisent la Troisième République en la dotant d'une constitution. Les monarchistes les plus droitiers, donc les légitimistes, gardent en influence jusque dans les années 1890, où ils commencent à être marginalisés à leur tour par de nouveaux courants de la droite. Ils sont notamment influencés par les nationalistes, un nouveau courant de la droite qui prône l'établissement d'un État-nation fort et homogène réuni autour des valeurs traditionnelles et qui s'oppose aux minorités, notamment les juifs. Parce que, oui, l'une des grandes composantes de la droite, de la fin du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle, c'est l'antisémitisme qui est marqué notamment dans les années 1890 par la célèbre affaire Dreyfus. Un officier de l'armée française, le capitaine Dreyfus, notoirement juif, est condamné en justice pour espionnage alors qu'il est innocent, sa judéité étant perçue comme le prétexte parfait pour en faire un coupable idéal. À cette époque, c'est la gauche, incarnée par les radicaux notamment, qui défend Dreyfus, tandis que la droite monarchiste et nationaliste veut sa condamnation par antisémitisme. Paradoxalement, la violence antisémite de la droite monarchiste contribue à resserrer les liens entre les républicains des plus modérés aux plus radicaux, qui s'associent contre eux à la fin des années 1890. Cette affaire contribue à renforcer la marginalisation de la droite monarchiste, qui commence à se voir concurrencée par une nouvelle droite issue des rangs des républicains modérés, emmenée dans les années 1900 par l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine. Les monarchistes libéraux qui souhaitaient un régime monarchique tempéré par un parlement fort se sont petit à petit rangés au régime républicain, puisqu'ils avaient bien leur parlement, leur économie libérale très favorable à la classe bourgeoise et que le régime républicain avait enfin réussi à se stabiliser. Ils se sont donc convertis à la République tout en gardant une matrice bourgeoise, catholique et conservatrice. La droite monarchiste, elle, a commencé à être renvoyée encore plus à droite et a commencé à être désignée sous le terme d'extrême droite. D'autant plus qu'à la faveur de l'émergence du mouvement socialiste à gauche qui prend de l'ampleur au début du XXe siècle, les républicains modérés et une partie des radicaux, qui ont obtenu à peu près satisfecit au niveau social et aussi institutionnel, se droitisent. Et puis la droite se complexifie d'autant plus qu'un nationalisme extrême émerge dans les années 20, le fascisme. Tout comme le bonapartisme, le fascisme utilise les symboles de la gauche et une idée de leader providentiel au-dessus des clivages pour faire accepter un régime réactionnaire extrêmement dur où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du leader, au service de l'économie capitaliste et de l'ordre établi. Il prend le pouvoir en Italie, puis mue en une nouvelle variante en Allemagne avec le nazisme d'Hitler, mais aussi en Espagne avec Franco. Cette extrême droite-là, qui est profondément les régimes républicains, même les monarchies constitutionnelles, tout en n'étant pas nécessairement monarchiste, se renforce de plus en plus et crée des ponts avec la droite traditionnelle. En France, c'est contre cette extrême droite que naît le Front populaire en 1936, qui rassemble les socialistes, les communistes et les radicaux. Et c'est cette extrême droite-là, soutenue par la droite traditionnelle, qui prend le pouvoir en 1940 et met en place le régime de Vichy. Et ça va être intéressant de parler du régime de Vichy parce qu'on en a une idée assez erronée. En effet, avec l'argument selon lequel la majorité des députés de gauche ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940, il y a l'idée selon laquelle la gauche s'est tout autant compromise que la droite dans la collaboration. Oubliant un peu vite le fait que si les partis de droite sortent complètement effondrés à l'issue de la guerre alors que les partis de gauche sont considérablement renforcés, il y a peut-être une raison. La réalité, c'est qu'il y a bien eu des ralliements de gauche au régime de Vichy, mais qu'ils sont quand même assez marginaux et davantage individuels, tandis que la droite, elle, s'est compromise beaucoup plus largement. Si seulement une petite partie de la Fédération républicaine a effectivement soutenu la collaboration, les membres du parti encarté, eux, ont très largement soutenu Pétain. Et l'Alliance démocratique, elle, a activement participé au régime de Vichy en étant représentée dans ses gouvernements. Bien que ces partis participent au Conseil national de la résistance, en étant parfois représentés par des anciens membres qui avaient quitté le parti avant le début de la guerre, n'empêche qu'après 1945, ils sont complètement discrédités et s'effondrent électoralement. D'une manière générale, la droite pré-Seconde Guerre mondiale s'effondre complètement après 1945 et disparaît de l'échiquier parlementaire. Le flambeau de la droite est donc repris par deux nouveaux courants, autrefois marginaux, voire inexistants. Le premier, c'est les démocrates chrétiens du mouvement républicain populaire, un parti qui soutient la République et le régime parlementaire, a la volonté d'améliorer le sort des plus précaires, mais se distingue de la gauche par un certain conservatisme social, et se considère
considère comme étant au centre de l'échiquier politique. Et le second, c'est le mouvement gaulliste du Rassemblement du peuple français. C'est un parti opposé aux institutions parlementaires de la 4ème République et qui souhaite un exécutif fort incarné par un chef providentiel au-dessus des clivages. Il se revendique d'une troisième voie entre capitalisme et collectivisme et s'oppose radicalement au communisme. Bref, il est d'inspiration plutôt bonapartiste. Ces deux partis deviennent le refuge de l'électorat catholique, conservateur et traditionnaliste. Et certains anciens favorables à Vichy s'y retrouvent aussi. Le gaullisme a en plus l'avantage de s'inscrire dans la droite lignée du bonapartisme. En promettant un exécutif fort, incarné par un chef suprême au-dessus des clivages, et qui met en réalité en place un régime conservateur et autoritaire. Puisque c'est le mouvement gaulliste qui parvient à renverser la 4ème République en 1958, à la faveur d'une menace de coup d'État militaire. De Gaulle met en place la 5ème République, une constitution plus conservatrice avec un exécutif fort, qu'il renforce d'ailleurs encore davantage avec le référendum de 1963, qui achève de consacrer la place du président et réduit le Parlement à un statut de chambre d'enregistrement des lois. La droite, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle descend donc des partis issus de l'équilibre post-1945. D'un côté, le centre-droit s'est recomposé autour de la démocratie chrétienne, modérée et conservatrice, emmenée par Giscard, puis plus récemment par François Bayrou. De plus en plus marginale, cela dit, elle a quasiment fini de fusionner dans la droite libérale, plus dure et défenseuse de l'ordre établi, qui refuse toute modification du dogme économique et est principalement incarnée aujourd'hui par Macron. Le gaullisme, quant à lui, a quasi complètement disparu. Ou plutôt, il s'est fondu dans la masse et de la gauche à la droite, certains de ses préceptes de base se sont généralisés, jusque chez Mélenchon. Le parti gaulliste, les Républicains, n'est plus gaulliste aujourd'hui. Sous l'influence de Nicolas Sarkozy, il est devenu un parti d'extrême droite, maintenant dirigé par Bruno Retailleau, qui est directement issu de l'extrême droite réactionnaire, catholique conservatrice et anciennement monarchiste, la descendante de la droite contre-révolutionnaire qui n'a jamais complètement disparu. Les monarchistes pur jus existent toujours, mais sont groupusculaires, et souvent des fans d'Éric Zemmour d'ailleurs. Enfin, les extrêmes droites fascistes, bonapartistes et nationalistes se sont regroupés dans le Rassemblement national de Marine Le Pen. Accessoirement, cette droite est devenue au fil des années un fervent soutien à Israël. Ça a son importance parce qu'historiquement, c'est plutôt la gauche qui a soutenu Israël, avant d'en devenir de plus en plus critique. Et ça s'explique par deux choses. D'une part, le fait que l'État d'Israël soit progressivement devenu un allié politique, dirigé par des gouvernements exclusivement de droite depuis plus de 20 ans. D'autre part, par le fait que la droite, historiquement antisémite jusqu'au régime de Vichy, l'a ensuite laissé à l'extrême droite tout en le remplaçant par une haine de l'ancien colonisé. La haine anti-musulman et anti-immigré est dans la droite ligne de la haine des juifs qu'elle exprimait avant, et que l'extrême droite exprime toujours aujourd'hui, juste de manière plus dissimulée. L'occasion de rappeler que le sionisme d'extrême droite est antisémite, profondément antisémite même, parce qu'il considère que les juifs n'ont pas leur place en Occident et devraient tous partir en Israël. Mais il est intéressant de constater que la droite, tout en revendiquant des racines anciennes, a quand même évolué avec son temps. Dans l'épisode précédent, sur le Parti Socialiste, je vous avais dit que le PS, quand il voyait une idée devenir majoritaire dans le débat public, il était capable de lui donner un débouché politique. La droite libérale et conservatrice, c'est plutôt celle qui s'oppose au changement tant qu'il n'a pas été entériné, et qui finit par l'accepter après coup. C'est cette droite qui s'est opposée au mariage pour tous en 2013 avant de s'y rallier quasi intégralement aujourd'hui, de même que la quasi-totalité de la population. C'est aussi cette droite qui s'est opposée à la légalisation de l'IVG en 1974, pourtant portée par un président de centre-droit, et qui finalement aujourd'hui en vote la constitutionnalisation. Et elle a réussi à impulser des évolutions de l'économie dans son sens, notamment le néolibéralisme. Toute l'architecture économique du pays aujourd'hui, elle est issue de la droite néolibérale des années 80-90, qui s'inspirait des expériences du régime d'extrême droite de Pinochet au Chili. Maintenant, si on regarde à très long terme, la droite n'a jamais vraiment été capable d'enrayer les évolutions de la société. Que ce soit sur la religion, les droits des personnes LGBT+, ou encore les droits des femmes. Bref, c'est un ensemble de courants qui se battent pour le maintien de l'ordre établi, voire pour le rétablissement d'un ordre ancien et de plus en plus fantasmé à mesure qu'il est ancien, mais qui n'est pas pour autant capable d'enrayer sur le très long terme l'évolution de la société. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner aux différentes chaînes du média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. Vos dons sont la garantie de notre indépendance.
À la prochaine!